Le SEO, c'est un métier qu'on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, c'est presque assez simple. Soit tu réussis la mission, il y a du trafic en plus, et tant mieux, il n'y a pas de débat. Soit tu montres à ton client que tu as mis toute la volonté pour réussir et que le blocage est vraiment chez lui. Derrière chaque agence, il y a un fondateur qui fait briller son agence. Pourquoi il y a Elon Musk, pourquoi il y a Bill Gates, pourquoi il y a... Voilà, nous on le voit de notre côté, quand on envoie un post depuis le compte de Pickcase, il a beaucoup moins d'effet que quand c'est Mathieu Chapon ou quelqu'un d'autre de chez nous qui le fait. Et yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, troisième épisode du podcast Le Business Consultant et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. En fait, c'est même pas un invité pour moi, c'est une personne qui m'a aidé à devenir la personne qui est là devant vous à vous partager son histoire. Cette personne, c'est Mathieu Chapon, directeur métier de Pickcase. Salut Mathieu. Salut Bilker, ça va? Très bien, très bien. Très heureux d'être avec toi, d'être avec vous. Et puis, écoute, c'est parti pour vivre 90 minutes assez sympa ensemble. Ah ouais, 88. Toi, direct, tu annonces. Tu m'as dit que tu avais un rendez-vous après. Moi, je vais essayer de me tenir aux horaires. Direct. Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es pas mal occupé. Mais Mathieu, de par notre passif, tu pouvais pas non plus refuser. Parce que Mathieu, où est-ce qu'on s'est connus? C'est connu dans une boîte qui s'appelait auparavant Search for Site. Et j'ai pas mal d'anecdotes. Alors, je sais pas si j'aurai le droit de le dire. C'est que, il y a certains sujets tabous. Non, mais voilà, on a vécu pas mal de choses. Ça a vraiment marqué l'histoire de l'agence. Voilà, on me reparle encore de toi. Quand tu as escaladé le bureau pour passer par la fenêtre, tout ça, voilà. Il y a eu quelques histoires assez marquantes. Ce sera l'objet de ma prochaine série sur Netflix. Donc ça, c'était vraiment des histoires anecdotiques. Et puis, il y a eu tout le travail et tout le parcours que tu as eu chez nous. Je pense qu'on t'a donné un petit coup de main pour pas mal progresser, pour gagner en compétences, en expertise et aussi en confiance. Je le dis sans aucune prétention, mais je crois que c'est vraiment l'école d'une agence SEO, c'est aussi de faire grandir les consultants qui passent par les agences. Et j'ai la prétention de dire que en agence, on a tendance à plus vite grandir que chez l'annonceur. Et je pense que c'est un passage un peu obligé si on veut vraiment avoir une belle perspective de carrière. Donc, je suis bien d'accord avec toi. T'as bien marqué l'agence. Voilà, ça a été très sympa de t'avoir avec nous. Bon, je pense que les personnes qui nous écoutent l'auront deviné. J'ai commencé ma carrière en tant que consultant SEO avec Mathieu. Mathieu, c'est mon mentor. Mathieu, c'est la personne qui m'a appris le SEO. Mathieu, c'est le gars qui m'a ramené pour la première fois en rendez-vous client, qui m'a vu bégayer devant le client, qui m'a vu perdre 5 litres de sueur devant le client, tellement j'étais en panique. Et Mathieu était là pour me soulever les fesses. Clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, t'inquiète pas, t'étais pas le seul. Il y a toujours un peu un trouillomètre qui se met en route quand tu t'es accompagné par le fondateur ou le directeur métier. Et souvent, les consultants sont parfois un peu aussi impressionnés de présenter face au client que avec son directeur. Exactement. Mais bon, faut toujours le voir comme un soutien, un appui, et vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider à essayer d'abord de satisfaire le client, de répondre à son besoin, quoi. C'est surtout ça l'objectif. T'as tout dit. Franchement, si t'étais pas là, je pense que je me serais liquéfié carrément. Comme je t'ai dit, j'avais déjà perdu 5 litres de sueur. Si t'étais pas là, je n'existerais plus. Bref. Nous digressons. Mathieu, écoute, je te propose de te présenter tranquillement, voilà, de nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a... par où t'es passé pour passer du consultant au directeur de l'une des plus grandes agences SEO françaises. La parole est à toi. Dis-nous tout.
Très bien, comme 90% des SEO français en tout cas, je suis tombé dans le SEO par hasard. J'ai fait jusqu'à mes 25 ans, je faisais des études qui ne concernaient pas du tout ce métier. Pour la petite histoire, je faisais des études dans l'environnement et dans la protection des espaces naturels. Donc un truc qui a vraiment rien à voir. Je voulais être en fait plutôt garde de parcs nationaux, d'être dans un parc naturel, régional ou dans un parc national. Ça, c'était mon dada. Après, j'ai vu que c'était quand même assez compliqué parce que même si le concours est ouvert à tous les bacheliers, il y a souvent des doctorants qui se présentent et il y a en général 50 places pour 2000 inscrits, donc c'est jamais simple. Et puis, je me suis réorienté sur l'aspect sport et j'ai eu la chance de tomber sur une formation STAPS, mais sport de nature. Donc escalade, rando, ski, etc., etc. Et donc ça, je l'ai fait pendant 3 ans, jusqu'en Master 1. Et au bout de ces 3 ans, j'ai eu la chance de faire un stage en Indonésie, un peu par hasard, après avoir candidaté dans pas mal de pays à l'étranger. Et puis, j'y suis resté 2 ans. Et je travaillais dans une agence de tourisme d'aventure et je m'occupais de préparer les séjours touristiques pour des clients qui souhaitaient parcourir l'Indonésie, grimper au haut des volcans, marcher dans les rizières, aller voir les éléphants, aller voir les orang-outans, etc., etc. Et je suis arrivé l'année en 2006 sur l'île de Java. C'est pour ça que je m'appelle Mathieu Java d'ailleurs sur Twitter. C'est pas parce que je maîtrise le Java, et parce que j'ai créé mon identifiant, mon pseudo là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé l'année où il y a eu un tremblement de terre assez important qui a fait que ça a tué la saison. C'est arrivé au mois de mai et il n'y a plus aucun touriste ne voulait venir en Indonésie de peur de tous les reportages qu'ils voyaient sur les journaux télévisés français. Ils se sont dit non, faut pas y aller cette année, c'est hyper dangereux. La réalité des choses, c'est que la caméra TF1 se tournait vers les maisons détruites, mais oubliait que derrière il y avait énormément de maisons, de malls, de bâtiments qui étaient encore en place. La peur fait vendre. La peur fait vendre. Et du coup, mon directeur d'agence à ce moment-là m'avait dit, écoute, trouve tous les moyens de gros hacking. Alors, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais trouve tous les moyens d'essayer de ramener le peu de clients intéressés, de les rassurer et de les faire venir chez nous pour parcourir malgré tout l'Indonésie. Donc, n'ayant pas de lead entrant, je me suis occupé à spammer tous les forums, à bourrer des mots-clés le site internet pour mieux remonter dans les moteurs de recherche. Alors, je ne connaissais pas tout ça. Je testais en 2006. 2006, ok. Je lisais du WebRank Info, je regardais un peu quelques forums Script SEO Co. Et puis donc j'ai essayé de sauver un peu l'année, en essayant de ramener un maximum de clients. Et puis je suis revenu en France, parce que c'était un stage, je suis revenu en France faire un Master 2 à Clermont-Ferrand. D'accord. Alors, je suis pas du tout d'origine de Clermont-Ferrand, je suis né à Melun, un spot touristique maléfique. Je suis parti en Bretagne 15 ans, entre Rennes et Quimper, et je suis parti ensuite à Marseille faire un BTS. Après, je suis monté à Valence, Grenoble et Clermont-Ferrand, et j'ai fini en Indonésie. Et après cette formation de Master 2, alors cette fois-ci en e-marketing, où j'ai eu un truc qui a été un déclic pour moi, c'est que j'ai fait un concours de SEO organisé par l'un des intervenants, qui est un des fondateurs de Référencement Manuel, qui est une agence SEO de Clermont-Ferrand. Je me suis pris au jeu et j'ai vraiment fait du sale pour essayer de remonter premier. Alors je suis arrivé deuxième. Il y a l'une des SEO qui est devenue la SEO de Show Sport pendant pas mal d'années, qui a réussi à terminer premier parce qu'elle elle faisait de l'équitation. Elle avait réussi à choper un lien d'un site qui avait un PageRank de 7. Pour les plus anciens, le PageRank c'était jusqu'à 10 et 7 c'était un énorme PageRank. Donc elle avait réussi à poser une encre sur le mot-clé pour se positionner dessus. Et moi j'avais acheté des blasts de backlink, j'avais copié-collé son thème Dreamweaver, parce qu'on était sur Dreamweaver, après je me souviens plus trop, mais j'ai réussi de recopier son site. Époque, mais... Ah ouais, hyper lointain. Dreamweaver. Et donc quand j'avais balancé mon gros blast de BL, j'avais disparu des SERP. Ouais. Et tout le monde avait cru que j'avais été j'ai été sanctionné et que j'allais finir dans les choux, et j'ai fini deuxième une semaine avant la fin du concours. Et j'ai continué à blaster fort, et puis j'ai pas réussi à dépasser son site et surtout son gros lien PR7 vers son site. Mais bref, on était dans un binôme,
mon binôme ne faisait rien, il n'était pas pris au jeu, et moi j'étais au taquet, à tel point que je faisais ça même pendant les cours avec mon ordinateur, j'essayais de choper des liens, de faire des échanges, Ah, tu l'as pris personnellement le truc, quoi. J'ai pris personnellement. Donc ça m'a donné le virus, et puis après je suis parti cette fois-ci vivre en Indonésie pendant 1 an et demi, et je m'occupais toujours de clients pour organiser et préparer des séjours touristiques, mais à côté de cela, j'étais en charge du site internet pour capter au maximum de l'audience et de la convertir. Ok. Et puis la vie a fait que j'ai décidé avec ma compagne de l'époque, qui était une Indonésienne, qui est devenue ma femme, j'ai décidé de rentrer en France pour un certain nombre de raisons. Et en rentrant en France, je me suis pointé à Paris, et j'avais le choix entre soit un poste de chef de projet, chef de produit Asie, il y en avait à peu près une dizaine à Paris, dans les agences dans lesquelles je visais, soit faire du SEO. Un truc qui m'avait énormément plu et que j'avais attrapé le virus. Et donc j'ai candidaté d'abord pour être chef de produit Asie, que vraiment c'était mon métier de cœur. Comme il y a 10 postes qui sont disponibles à Paris, qu'il y en a un qui se libère tous les 10 ans, forcément il n'y avait pas de place. Et alors par contre, quand j'ai candidaté pour être SEO, alors là, c'était tapis rouge. En 3 semaines, j'ai trouvé, j'avais 3 offres. J'ai fait un peu de concurrence pour choisir la plus intéressante. Et malgré tout, j'avais assez peu d'expérience. J'avais pas été formé. J'avais un peu d'expérience sur quelques sujets, mais voilà, j'ai marqué le coup et donc j'ai été recruté au départ chez Takezo, qui était une des agences parmi toutes les agences qui ont été créées chez Aegis, qui s'appelle maintenant Dentsu. C'était une des agences qui s'appelait Takezo. Après, il y a eu Apposition. Et après, il y a eu iProspect, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, chez Takezo, j'ai fait à peu près 1 an. Et après, ils ont racheté Apposition, qui était là une agence incroyable, qui est pour moi à l'origine de pas mal d'outils qu'on connaît tous aujourd'hui. Botify a été créé par 2 fondateurs d'Apposition. SEMrush, on avait l'équivalent avant l'existence de cet outil-là au sein de l'agence. Donc vraiment, on avait des gens qui étaient très précurseurs. On parlait déjà de taux de crawl, de fenêtre de crawl, de budget de crawl avec eux. Et je te parle de ça il y a 15 ans. Donc c'était vraiment extrêmement formateur. Et on 2008-2009, c'est ça? Ouais, 2008-2009. Et là, quand on lançait un crawl avec analyse de log, tout se passait en ligne de commande sur Linux. Et c'était une autre affaire. Derrière, le gros souvenir en train de faire des trucs comme ça. Ah ouais, ça faisait hyper geek sur fond noir. Tu faisais tes règles, ça faisait très obscur. Mais c'était hyper formateur. Moi, j'ai aucune formation, vous l'avez compris à mon avis, dans la partie dev. Un petit peu dans le marketing ma dernière année, mais j'ai vraiment appris énormément dans le quotidien. Alors ça me tombe très bien parce que je suis un kinesthésiste, j'ai besoin de faire pour apprendre. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait pour progresser et gagner mes armes dans le métier. Et puis chez Apposition, il y avait une autre personne qui est aussi un petit peu connue dans la communauté SEO, c'était Philippe Pionnet. Je crois pas que je l'ai souvent raconté cette histoire-là, mais donc Philippe c'était mon N+2, il était responsable directeur des opérations. Moi j'étais un simple consultant. Et Philippe a quitté la société autour de 2010-2011 pour rejoindre un groupe Viva Street. Il était entre New York et Paris. Une opportunité qui, à mon avis, ne peut pas que tu es obligé d'accepter. Et tout à fait. Et puis donc il a vécu son petit bout de chemin. Moi aussi, j'ai fini responsable d'équipe chez Apposition. Puis un jour, on s'est retrouvé avec Philippe, on a fait un déjeuner ensemble. Et puis il m'a dit, tu dois faire quoi dans quelques mois. Je lui ai exprimé le fait que je commençais à avoir envie de peut-être faire autre chose, quitter Apposition pour aller vers d'autres aventures. Et je lui dis, écoute, moi j'ai une très grosse envie, c'est de monter une agence SEO. Je crois qu'il y a encore un peu d'espace, malgré cette époque-là où il y avait déjà beaucoup d'agences SEO. Et il m'a dit, écoute, moi aussi ça m'intéresse de monter quelque chose. On se reparle dans quelques mois, voir si on a avancé sur nos projets, etc. Et puis, là, on est en quelle année? On est en 2011. On se revoit en 2011 et en 2012, en fait, il vient me voir et il me dit, écoute, il y a deux groupes médias qui veulent monter une branche SEO. Et je t'invite à rentrer dans le process avec moi et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer, quelles sont leurs ambitions.
et surtout notre capacité à pouvoir être assez autonome pour pouvoir créer l'agence quand même si on était adossé à un grand groupe, de pouvoir créer de l'agence à notre propre image. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec MyMedia, qui s'appelle aujourd'hui HeroX. Et on s'est adossé à eux et on a démarré à 3. Il y avait Camille Thomas, que tu connais aussi, Bilker. Non, Camille, c'est mon gars Petit coucou. Et Camille avait déjà été recruté dans ce groupe-là, mais vraiment au tout démarrage, parce qu'ils avaient quelques clients sur lesquels ils avaient besoin d'avoir quelqu'un pour répondre aux besoins SEO. Et Camille a démarré, et puis au bout de 3-4 mois, on l'a rejoint et on a démarré à 3. Et c'était marrant parce que on est arrivé dans un groupe, ils étaient entre 50 et 60. On avait 3 chaises dans un coin. Et puis 3 ans après, les gars du SEO, il faut des trucs en ligne de commande. Et puis tous les mois, on recrutait quelqu'un. Et puis on les écartait, on les poussait chacun dans toutes les autres équipes dans d'autres espaces. 3 ans après, on était 40. Donc on était devenu la plus grosse agence du groupe en termes d'effectifs. Wow. Et puis on a un peu triché parce qu'on a fait la croissance externe, donc on a acheté une agence nantaise qui s'appelait Synaudience, qui était plus gros que nous. J'étais là quand ça s'est passé. Voilà, t'étais là. Et puis après on a acheté une agence allemande qui s'appelle Picase. Et je tiens à le dire officiellement, c'est nous qui avons racheté Picase, mais on a pris leur nom. Je sais que ça ne se fait pas en général, mais Picase a un aura européen, voire international assez important. Ils sont assez peu connus en France, même si Bastien Grimm, l'un des fondateurs, vient faire des conférences de temps en temps. Il sera cette année au SEO Camp du 30 au 31, du 29 au 30 juin. Il fera une intervention sur l'IA, voilà, petit coup de pub. Voilà, allez hop. J'espère que ta vidéo sortira avant, sinon ça. Elle va sortir après, tu vois, juste pour te mettre sous le pied. Très bien. Je rigole. Mais voilà, écoute, ça s'est enchaîné à une vitesse incroyable. Ça fait 11 ans que ça dure. J'ai démarré l'agence, ça me fait rire aussi. Je faisais un petit 92 kilos. Il y a 4 ans, je faisais 105 kilos. Et pendant le Covid, j'ai perdu 15 kilos. Je me suis remis à faire beaucoup de sport. J'ai fait le jeûne intermittent. Je pourrais faire un thread un jour sur le sujet. J'ai une petite expertise. Ça fait 3 ans que je fais le jeûne. Et c'est très efficace, couplé à du sport. Mais voilà, ça a été... quand tu montes une boîte, c'est un mode de vie aussi qui change. C'est un mindset qui change. Et dans cette boîte, j'ai tout fait. J'ai été responsable de prod. Alors, au départ, la prod, c'était 2 consultants, donc ça allait. Après, on était 10, et c'était que des anciens copains d'anciennes agences. Ça a été un peu dur. Ça a été un peu dur de les gérer parce que avant c'était des potes, et puis maintenant c'était devenu des collègues avec qui je devais leur dire quoi faire, quoi pas faire, et puis essayer de trouver une organisation efficace avec eux. Et puis après, j'ai évolué vers d'autres postes. Aujourd'hui, je suis à la fois responsable de la com de l'agence, responsable de l'innovation de l'agence et un petit peu maintenant sur le groupe. Et je participe à pas mal d'AO et je tiens aussi à le dire parce que j'en suis assez fier, mais j'ai encore un petit portefeuille client avec qui je travaille. Ok. Je fais même un jour de régie par semaine chez un client. Voilà, donc je suis fondateur qui a les mains dans le cambouis, qui sait à peu près de quoi il parle quand il parle avec ses clients. Waouh, mais c'est... merci déjà pour ces présentations. Je pense que jusqu'à présent, mon podcast est encore jeune, hein, mais t'as celui qui a le storytelling le plus ouf, je pense. Et encore, je t'ai pas parlé de mon enfance. Mais je m'étais dit... C'est ça, prochain épisode. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que maintenant, quel est ton poste officiel? En gros, si on dit Mathieu Chapon, qu'est-ce qu'il fait? Son poste officiel, voilà, sur sa fiche de paye. Mon poste officiel, c'est directeur d'innovation. Directeur d'innovation, d'accord, ok. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, en tout cas, dans ce que tu nous as dit, tu as quand même été cofondateur de l'agence que tu as lancé avec Philippe, tu as géré des équipes. Maintenant, là, tu nous dis que tu as ton portefeuille client, que tu gères la communication, que tu gères l'innovation, que tu participes à des appels d'offres, donc du coup, tu fais également un peu de commercial. Comment, justement, as-tu réussi à finalement, en fait, te créer ton poste à toi, en fait, parce que là, de ce que tu dis, c'est que tu as un poste un peu hybride où tu fais à la fois de la prod, alors que tu es censé gérer plusieurs personnes, enfin plusieurs centaines de personnes, j'imagine, et tu fais à la fois de la prod, à la fois du commercial.
mais aussi, enfin, t'as ta dirigeant. Donc, comment t'as fait en fait justement pour créer en fait ce poste hybride qui te va si bien aujourd'hui? Alors vraiment, je l'ai pas créé tout seul. Alors je resitue. Aujourd'hui, je suis plus responsable de la prod. D'accord. Parce que c'est ma limite, c'est de gérer les gens d'un point de vue hiérarchique. Okay. J'adore être un coach, j'adore conseiller, j'adore aider les gens à monter en compétences et en puissance. Mais gérer les plans de charge, gérer les attributions, gérer tous ces sujets plus managériels, c'est pas mon truc. Je pensais que ça l'était. Et parfois, certains pensent que être manager, c'est une finalité, c'est vers quoi on peut aller. Mais nous, aujourd'hui, chez P-Case, on a aussi inventé d'autres carrières. Une fois que tu as été consultant, tu peux imaginer faire autre chose. On a créé d'autres postes qui pouvaient y répondre. Parce qu'on n'est pas tous aptes à devenir manager. C'est pas facile d'être manager. Je suis vraiment là pour en témoigner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment je gère ça? Alors, déjà, bien entendu, on a du middle management. On a 4 responsables d'équipe, en France. En Allemagne, ils sont un peu plus parce qu'ils sont 170, donc ils sont organisés avec un peu plus de middle management. Mais chez nous, si tu veux, on a aussi des directeurs SEO qui sont en fait un peu les experts, ceux avec le plus d'expérience qui sont là, qui sont sous forme de référents. On a un responsable outil aussi qui va se charger de toute la partie centraliser tous les scripts Python qui peuvent être développés, créer des dashboards ou des outils qui permettent du coup d'améliorer la productivité. Et puis il y a plein de sujets aussi, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a plein de sujets qui arrivent en ce moment. Il y a toute la partie RSE, il y a toute la partie IA, il y a toute la partie accessibilité qui est aussi un vrai sujet qui va arriver en force en France. En tout cas, là, il y a des décisions au niveau gouvernemental qui ont été prises pour que tout site internet doit être maintenant accessible, et ça sera même un critère obligatoire pour les sites internet en France. Donc voilà, toi, tu as différents domaines sur lesquels, chez nous, lorsque quelqu'un veut vraiment développer le sujet, et ben, il récupère un peu cette casquette de responsable de projet, de développer une offre, de développer une compétence sur le sujet. Et ça peut être une des perspectives qu'on donne aussi à nos salariés. Pourquoi on le fait? Parce que déjà, dans une agence SEO, c'est pas facile de rester plus de 3 ans. Il y a souvent un turnover autour de 3 ans. J'ai pu partager avec certains des responsables des autres agences, c'est souvent un peu cette règle-là. Nous, on a 2 options. T'es en région parisienne, t'as envie d'aller en province, on te propose Nantes. On peut te proposer Berlin aussi, mais en tout cas, on peut te proposer Nantes. Et t'as envie de progresser, mais pas forcément sur un poste de manager. On a Johanna qui est passée sur un poste de directeur conseil. C'est nos commerciaux qui gèrent le projet avec les consultants. Ou tu peux être responsable d'un projet ou d'une facette de notre métier, comme tous les sujets accessibilité, les sujets IA, etc., etc. Donc on essaie vraiment aussi de garder les gens qu'on a accompagnés à grandir et pas leur offrir seulement cette limitation de se dire chez nous c'est soit manager soit rien. Tu peux avoir plusieurs offres et surtout chez nous tu peux construire ton propre rôle et ça voilà, Camille c'est ce qu'on avait travaillé avec lui à l'époque, qui voulait travailler sur des sujets CRO, de conversion, etc. Donc voilà, aujourd'hui on fait grosse agence et on cumule les chiffres de nos effectifs. Et dans les faits, on est 4 agences géographiquement distantes les unes des autres. Donc en fait, on est des petites équipes entre 20 et 35. Alors Berlin, ils sont 150 plus une trentaine à Leipzig, donc c'est un peu différent, mais on est 2 agences à taille humaine, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on laisse la liberté aux consultants aussi de progresser sur des voies qu'ils ont envie d'expérimenter tout en étant en agence, et que nous, on est prêt à écouter et à accompagner pour les aider à grandir avec nous. Mais c'est hyper intéressant. Mais en fait, dans ce que tu dis, toi, tu as un exemple parfait, parce qu'aujourd'hui, tu as une posture de dirigeant. Par rapport aux consultants, je pense que tu dois être le N+2 ou bien N+3. Mais toi-même, en fait, t'es assez pluriel dans tes missions de tous les jours. Donc du coup, de ce que tu dis, si on veut juste ne pas être consultant chez P-Case, on peut faire d'autres choses et du coup, l'agence offre ces possibilités-là. Ouais, alors j'ai le luxe de choisir un peu ce que je veux faire quand même, parce que je suis fondateur et donc voilà, j'ai pris le privilège de choisir un peu mes combats. Mais je pense que ce qui nous motive tous, et même dans ce qu'on peut
imaginer comme poste pour un consultant, c'est voilà, ce qu'on a besoin, c'est de sentir l'envie, c'est de sentir aussi ses capacités, ses connaissances à le faire. Tu vois, pendant très longtemps, c'était Philippe qui était la tête de proue du navire, c'était le communicant de l'agence. Et puis quand il est parti pour ces raisons monter une autre agence, alors je calme la communauté, je m'entends très bien avec Philippe, ne me posez pas la question. On déjeune rapidement, très régulièrement ensemble, il faut d'ailleurs qu'on s'en câline prochainement. Mais voilà, il a, pour ses propres raisons, il a souhaité développer Nepper, une autre agence. Voilà, je le cite et j'ai pas de problème à le citer. Mais quand il est parti, il a fallu que je prenne le relais, la partie com. C'était pas un sujet dans lequel j'étais si à l'aise que ça. Si on avait raconté mon passé, mon enfance, on aurait compris que j'étais pas quelqu'un qui était très littéraire. Mais je me suis forcé à le faire et j'ai même pris goût. Et bon, voilà, je suis aidé aussi par Marie qui est chez nous sur la partie com et qui m'aide à un peu structurer mes propos. Mais voilà, je connais mes limites maintenant, je connais mes forces et j'ai envie de travailler là où je suis bon et de laisser aux autres là où ils seront meilleurs que moi sur d'autres aspects. Voilà, tu vois, typiquement, j'ai jamais pris le poste de directeur général de l'agence parce qu'il y a tout un aspect que je n'aime pas. Et voilà, je trouve qu'il y a des gens qui sont largement meilleurs que moi. Et je pense qu'il faut mettre les gens aux endroits où ils seront le plus à l'aise et ils seront le plus compétents pour travailler au sein de l'agence. Bah, déjà, tu as l'humilité de le dire. Et ça, pour le coup, l'humilité, c'est une des valeurs que tu m'as apprises en tant que consultant. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant dans tes propos, c'est que au final, un consultant, de base, donc, il vient avec une expertise, mais très vite, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. Toi aussi, bah, c'est le cas aussi dans ton histoire, et c'est aussi le cas, je pense, des personnes qui sont chez P-Case. Très vite, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lassitude dans ce qu'on fait, dans notre métier, dans notre expertise, et en fait, on veut très vite se tourner vers autre chose. Mais du coup, selon toi, comment justement on peut nourrir cela? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est dans l'ADN justement des consultants de vouloir explorer autre chose. Comment, selon toi, on peut nourrir cela sans nécessairement prendre la table, la renverser, se dire bon vas-y, je balance tout, je vais faire autre chose, tu vois? Mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait voilà, bon, je vais être aussi assez cash. On sait qu'aujourd'hui une agence payera moins que chez l'annonceur, c'est certain. Il y a des avantages, des inconvénients. En termes de salaire, vous ferez forcément un gap si vous allez chez l'annonceur. Je confirme. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit nos consultants pour qu'ils puissent s'équiper au maximum d'armes, de nouvelles armes, de nouvelles compétences. Donc chez nous, comment ça se passe? La première année, souvent, on dit qu'on forme nos consultants et on a une certaine méthodologie qui nous oblige quand même à avoir le consultant avec nous. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent des fois, est-ce que c'est possible de travailler avec vous en 100% de télétravail? Alors c'est pas que je veux pas, mais ce que je dis, c'est que il faut passer au moins 6 mois minimum chez nous pour apprendre notre manière de travailler et pour reproduire les livrables et la prestation P-Case auprès de nos clients, parce que c'est quand même aussi la promesse qu'on leur vend au départ quand ils viennent nous voir. Mais d'ailleurs là-dessus, juste, je me permets de te couper 2 petites secondes avant que tu reprennes. Ça, je peux le confirmer, parce que je me rappelle quand je suis arrivé chez vous en 2014, donc fin 2014, il m'a fallu 6 bons mois pour monter en compétences, sachant en fait que moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu comme toi, j'avais juste 2 expériences de blog que j'avais créées, donc du coup, j'étais pas structuré. Effectivement, le fait qu'on soit ensemble pendant 6 mois m'a réellement aidé à me professionnaliser et être beaucoup plus autonome. Donc effectivement, en fait, dans ce que tu dis, je suis totalement en face parce que j'ai vécu ça également. Voilà, parenthèse fermée, je te laisse continuer. En plus, je dis 6 mois, mais dans ma tête, je dis 1 an. Faut faire 1 an. Et au bout d'1 an, tu peux commencer à gagner en autonomie et être assez autonome dans ton quotidien. La deuxième année, tu te perfectionnes. Et vraiment, tu commences à magasiner pas mal d'expériences avec plusieurs typologies de clients. Et puis tu commences vraiment à sortir un peu des audits et à approfondir certains sujets. Voilà, commencer un peu à sortir alors pas à sortir de la méthodo P-Case, mais en tout cas commencer à explorer d'autres pistes. Et puis la troisième année, c'est là où tu te poses des questions. C'est là où tu te dis, voilà, ça fait 2 ans, je suis sur la troisième année, j'ai du mal à me réinventer, j'ai du mal à voir, à trouver de nouvelles opportunités qui me font que je me lève le matin avec enthousiasme, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dès le départ, on accompagne les consultants pour d'abord, la première année, bien maîtriser les livrables P-Case. Et assez rapidement, dès la deuxième année, on a
plusieurs possibilités. On a par exemple, chez nous, comme on a un pôle innovation et des data scientists qui travaillent sur Python, désolé pour ceux qui croient, enfin qui sont plus sur R, nous on est plutôt sur Python, mais on a des consultants qui sont formés à la technologie Python, au langage en tout cas, et donc c'est très animé par, je pense à Emmanuel et Arthur chez nous à l'innovation, qui montent des formations, sont à disposition des consultants pour que les consultants puissent créer voilà, des outils, des scripts, des choses qui puissent les aider dans le quotidien. Et puis après, on a un espace de partage où ils vont directement déposer sur un Jupyter tous les différents scripts qu'ils ont créés et qu'ils peuvent partager avec les autres consultants. Donc ça, c'est une compétence data sur lequel, si les consultants ils ont aussi envie de progresser, bah, on les nourrit d'une compétence qu'ils auraient du mal, à mon avis, à travailler chez l'annonceur, et qui fait que aussi ils se disent que ça vaut le coup de rester chez Picase. Après, pareil, si je le disais tout à l'heure, s'ils veulent bouger géographiquement, bah, on est en Allemagne, on est en France, on est à Nantes, on est à Paris. Donc là, tu peux aussi bouger géographiquement et continuer du coup à rester chez Picase. Si tu veux monter sur un poste plutôt commercial, là aussi, tu as la possibilité de progresser. Et puis, si tu as une envie de développer quelque chose tout en ayant l'assurance d'être salarié, bah là aussi, tu vois, on est très ouvert pour travailler ce genre de sujet. Par exemple, on a des directeurs conseils, et ben ils font aussi un petit peu de la partie CRM. Il y en a un, ça l'a éclaté de choisir l'outil pour faire le CRM et de monter toute la base, de la qualifier, etc., etc. Je réfléchis, tu vois. Il y en a qui peuvent aussi se spécialiser sur les secteurs d'activité. On a pas mal de boîtes dans le luxe, mais on a des consultants qui sont vraiment spécialisés sur le sujet. Un autre sujet que tu connais bien, Wilker, c'est qu'on peut aussi offrir la possibilité de faire de la régie et donc d'avoir une partie de son temps dans la semaine chez le client, ce qui permet en plus d'avoir une première expérience, d'avoir le pied chez l'annonceur et de voir comment ça se passe. Mais tu vois, tu as aussi cette carte-là à jouer, de se dire, bon bah moi je suis volontaire pour être 2 jours par semaine chez telle boîte, ça m'intéresserait, j'ai vu que la mission était rentrée, ça m'intéresse de me positionner. Voilà, on est très ouvert. Il faut bien sûr que ça matche aussi avec nos besoins et nos perspectives, mais en général, tu vois, elle se co-construit avec les consultants. Si les consultants ils perçoivent un besoin qui est en train de monter en puissance, on est les premiers à leur dire vas-y fonce, structure le truc. Et si tu penses que ça vaut le coup, on peut créer quelque chose. D'accord, hyper intéressant. Oui, donc du coup, vous avez quand même pris ce contre-pied du consultant qui est un peu volage. Ok, d'accord, bon bah du coup, s'il veut un peu partir, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Et là, donc du coup, vous avez un pôle data, un pôle commercial, la régie, le fait de spécialiser sur un métier du SEO, etc., etc. Et ça, c'est aussi un vrai choix, dans le sens où on essaie de créer le mouton à 5 pattes pour chacun des consultants. Je sais qu'il y a d'autres agences qui proposent d'avoir un consultant sémantique, un consultant technique, un consultant netlinking, data, analytics, CRO, etc., etc. Nous, c'est vrai que nos consultants, on essaie de les rendre bons sur tous les aspects. Ils sont toujours appuyés par des référents qui vont pouvoir les soutenir et qui vont pouvoir les aider. Mais on veut que nos consultants soient multicasquettes. C'est plus simple aussi pour, à mon avis, le client d'avoir un interlocuteur qui maîtrise à peu près tous les sujets, qui peut s'appuyer sur des référents en interne, mais qui au moins peut parler à peu près toutes les langues avec les différents acteurs d'une société, quoi. Et bah ça, je peux aussi très bien le confirmer. Je suis resté 2 ans chez Search4Site. Picase maintenant. Désolé, hein, Mathieu. Tu peux. Moi, c'est l'époque Search4Site. Je suis resté 2 ans. En 2 ans, je crois que j'ai dû toucher à une 60aine de clients. Donc du coup, en fait, effectivement, quand je suis parti... tu sous-entends qu'on charge les consultants avec... Non, j'ai pas sous-entendu ça. Je sous-entends que je suis parti avec un gros bagage, tu vois. Bah, c'est bien en fait qu'au bout de 2 ans, quand je suis parti, j'étais considéré comme un consultant confirmé dans l'agence concurrente dans laquelle je suis parti. Et ça m'a vachement en fait aidé dans ma progression. En fait, effectivement, oui, comme tu dis, j'ai testé ces méthodes où bah, vous cherchez en fait à avoir des personnes les plus transversaux possibles pour aider un maximum leurs clients. Je le confirme. Bah c'est top, ok, bah merci pour tout ça, c'est hyper inspirant et hyper complet. Du coup maintenant toi en fait pour revenir un peu dans ton parcours, quelle est la situation, le client avec lequel tu as le plus kiffé et pourquoi? Pas facile de répondre à cette question. T'inquiète pas, je vais te poser l'autre question après. Hein. Moi, je kiffe quand je relève des challenges et que je réussis à les résoudre. Donc,
Bon, c'est ce qui nous anime tous, je pense, les SEO, c'est de réussir à atteindre la première place, de réussir à faire changer les choses dans une boîte ou chez un client qui est resté un peu stationnaire et qui a pas trop évolué. Alors, moi, j'ai connu les époques où il y avait des pénalités, pingouins, pandas, tous ces animaux qui faisaient notre joie et notre bonheur quand le client s'écroulait parce que il avait fait une connerie de son côté, qui venait nous voir pour savoir comment faire pour en sortir. Donc moi, il y a deux, trois trucs qui m'ont marqué dans ma carrière. C'est un jour, j'étais chez un client, ça faisait 1 an qu'on travaillait avec lui, on avait plutôt des très bons résultats. Et puis il nous a invités un jour à un déjeuner. Puis après, il nous a fait visiter son hangar. On s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il nous avait montré tout un pan de hangar qui venait d'aménager en disant, ça c'est grâce à vous. Voilà, tout cet hangar-là, on va rajouter des stocks produits parce qu'on a vachement performé et donc on s'attend à une belle progression à l'avenir. Donc ça c'est hyper enrichissant. Moi j'aime le résultat. J'aime aussi le jour où j'ai alors c'est pas des gros clients, tu vois, c'est souvent les clients à taille humaine, les PME qui ne croient pas forcément au SEO, mais qui sont prêts à te croire par rapport au discours que tu peux leur donner. Moi, j'ai des clients, ils ont fait des prêts pour signer une prestation. Alors, je rassure tout le monde, hein, on ne demande pas le million d'euros pour travailler avec nous, loin de là. Mais voilà, il était un peu cric-crac, il commençait à sentir un peu une limite dans son business. Et donc, voilà, tu vois, quand tu réussis à... Moi, je mets pas mal de cœur dans ce que je fais, donc je suis assez concerné. Et quand, en plus, un client est sympa, met aussi du cœur dans ce qu'il fait, et en plus, prend des risques, t'as vraiment envie de t'arracher avec lui et de réussir à cartonner. Donc j'essaie de réfléchir à d'autres situations, mais pareil, j'avais un client. J'aime bien aussi trouver des nouveautés, des nouveaux indicateurs qui ont l'air de sanctionner un site et qui sont pas forcément connus dans la communauté. Il y avait un site pour lequel on avait bossé dans les codes promo et alors non, pardon, c'était pas dans les codes promo, c'était une marketplace. Okay. Et il avait une proportion de produits qui lui appartient versus des produits liés à la marketplace. La marketplace était trop grosse par rapport à son propre site. Et qu'est-ce que ça causait? Simplement, à chaque fois que tu cliquais sur un produit de la marketplace, tu voulais acheter, tu étais emmené sur un autre site pour l'acheter. Et on lui avait démontré qu'il y avait une relation, il y avait eu au moment de sa pénalité un pic assez important de liens qui sortaient de son site pour aller acheter les produits depuis la marketplace. Il avait atteint un certain niveau qui faisait que ça avait dû réveiller un petit peu les indicateurs et les sonars ou les sondes de surveillance de Google. Et donc on a réduit un peu son catalogue marketplace, d'autant plus qu'il y avait plein de produits qui n'étaient pas tellement très utiles à sa marketplace. Et la pénalité, on en est sorti et on est revenu progressivement à une progression. Et c'était un indicateur un peu nouveau pour nous parce que ça sous-entendait que les clics de sortie pouvaient aussi pénaliser un site. Parce que Google n'a pas envie d'avoir un site qui reproduit un peu le même modèle. Je présente des listes de produits qui t'envoient vers d'autres sites. Donc après, on a connu tous les sujets, le guide et quel coût, etc., qui se sont fait tuer par Google parce que c'était des sites 100% marketplace, comparatif, etc. Mais on peut trouver un modèle, on peut trouver un équilibre entre les deux. Voilà, après, il y a différentes situations moi, ce qui fait, mais... Ouais, vas-y. Tu vois, demain, je travaille pour différents types de sites. Il y a toujours un challenge à relever, et même si tu travailles sur une expression, tu vois, je trouve que à une certaine époque, Google pouvait laisser n'importe qui remonter sur une requête, et aujourd'hui, il valorise beaucoup plus le travail qui peut être effectué en amont. Oui. Travaille sur la qualité du contenu, sur la variation des supports que tu proposes, de la vidéo, de l'audio, etc. Sur l'UX aussi peut avoir un certain intérêt. Donc je trouve que ça valorise quand même un peu mieux le travail qui est fait. Alors certains me diront peut-être que avec ChatGPT maintenant c'est facile de générer du gribouillis et de remonter assez vite, mais je trouve que ça redescend aussi très très vite. Donc sur de la stratégie moyen-long terme, c'est quand même mieux d'avoir un site de qualité. Mais dans ce que tu dis, en fait, la chose qui marque le plus, c'est ce client que vous avez aidé, qui revient, que vous êtes parti voir, qui dit regardez, ça, c'est grâce à vous. Ouais. En fait, là-dessus, en tout cas chez moi, ça fait résonner en fait une valeur qui est assez forte, c'est l'humain que tu es derrière ton taf en fait derrière. Tu vois, en fait, ça revient en fait sur une question que j'aborde dans tout ce que je fais. Pourquoi en fait au final tu fais les choses? Et là en fait, tu vois, sur cet exemple-là, qui m'a touché en fait, de ce que je comprends, c'est que sur cette situation-là, le fait d'avoir aidé en fait une personne
à pouvoir se réinventer dans son business ou bien à pouvoir en fait s'épanouir un peu plus dans sa vie, ça a été en fait quelque chose de positif en fait pour toi. Tu confirmes? Ouais, bien sûr. Ben, je crois que j'ai traversé aussi la période des pénalités, des mises à jour pénalisantes, tu vois. Et c'est vrai que c'est peut-être que ceux qui l'ont pas vécu peuvent pas comprendre, mais aujourd'hui, bon, tu peux te faire pénaliser, c'est certain, ça existe encore. Mais en général, quand Google a détecté que tu faisais pas bien le travail, tu baisses progressivement en trafic. Là, nous, on a vécu une période entre 2014 2018 où il y avait des mises à jour qui faisaient qu'il y avait des sites qui s'écroulaient du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est très facile d'identifier si le site était pénalisé parce que quand tu voyais sa courbe, à la date donnée de la mise à jour annoncée par Google, le site, bam, soit il tombait, soit il progressait. Et on a vécu une période où, quand les clients venaient nous voir, ils étaient dans une certaine détresse, qui fait que si t'es pas humain, tu le comprends pas, mais si voilà, tu te mets à sa place, tu comprends qu'il y a une véritable panique. Parfois, c'est des salariés de grands groupes et donc la panique est plus maîtrisée, sauf s'ils ont un chef un peu tyrannique. Et parfois, c'est des gens qui ont des entreprises familiales ou qui sont directement responsables de ce qu'ils vendent et de l'investissement qu'ils ont et qui sont vraiment en train de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour remonter. Et bah, voilà, moi je le dis souvent aussi, c'est que notre métier, il y a 20% d'expertise, 80% de l'humain. Il y a de l'humain avec nos clients, il y a de l'humain avec nos consultants. Et aujourd'hui, tu peux faire ta plus belle des recommandations, ta plus belle presse, si la reco elle est pas implémentée, ça marchera pas. Le client sera pas content. Et comment faire pour implémenter une reco? En général, les freins sont souvent psychologiques, parfois un peu techniques, mais souvent on a besoin de prioriser les sujets, on a besoin de convaincre pour montrer que c'est ça qui va marcher. Et parfois aussi on a besoin d'expliquer pour que les gens comprennent et sachent comment ils vont pouvoir adapter notre reco pour qu'elle soit en ligne sur le site. Donc on est sur un métier quand même très humain, même si ça semble être un sujet très technique. Donc là, tu es en train de débunker un truc. Tu es en train de dire que le SEO est un métier social. Alors, social. Je sais pas si c'est le bon terme parce qu'il y a une connotation derrière ça. Ouais, mais... Non, mais mais t'as raison, c'est très social parce que le SEO, c'est un métier qu'on ne comprend pas. C'est un métier qui est obscur, que les gens parfois disent que c'est, franchement, tout vient de la volonté de Google par rapport à ce que vous faites que mon site progresse ou descende. Il y a beaucoup de choses, de mysticisme autour du sujet, alors qu'en réalité, c'est presque assez simple. Et souvent, les premières barrières qu'on a et qu'on a du mal à soulever, c'est quand même les blocages humains, soit de la direction, soit de compétences, soit de coûts, mais ça reste de l'humain, c'est que il faut prioriser. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce que vous pouvez mettre les moyens pour y aller? Mais c'est ça aussi, sans doute, qui me plaît beaucoup dans le métier, c'est que je m'éclate. Après 17 ans, je maîtrise un certain nombre de sujets en SEO, mais tous les jours, il va y avoir des sujets de relations, de coordination, de gestion avec nos clients, qui fait que voilà, les semaines ne se ressemblent pas, même si demain j'ai un site qui vend des chaussures, j'ai déjà dans mon petit palais mental une référence qui me laissera entendre que ah oui, ça je me rappelle, j'avais déjà évoqué le sujet avec un de mes clients, etc. Super, thème hyper intéressant. Ok, d'accord. Bah, merci pour cette réponse hyper détaillée. Bah, maintenant, l'autre point de la question, comme je t'ai promis tout à l'heure, à contrario, quel est le client ou bien l'expérience que tu as eu qui t'a le plus challengé et qui t'a permis de réellement progresser en tant que professionnel, mais également en tant qu'humain? Ok. Je crois que tu allais plutôt me demander quel est le client dont j'ai un mauvais souvenir. Parce que c'est un vrai... Ça marche aussi. Je ne vais pas dire le mot parce que je veux pas t'embêter avec YouTube, mais voilà. Franchement, encore une fois, les clients, ça se passe le plus mal, c'est là aussi, c'est un sujet aussi social. C'est-à-dire que le truc qui, moi, me rend parfois un peu violent quelque part, c'est quand tu as un client qui te parle très mal, qui te juge comme un esclave ou qui te considère pas. Voilà, moi, j'ai pas de honte à dire à mes consultants, ce client-là, on le recadre une fois, s'il comprend pas la deuxième fois, on arrête. Pas la peine de continuer. Si je dis que le principe du SEO, c'est quand même 80% de l'humain, s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de reco, il n'y a pas d'action, les choses pourront pas marcher. Perdons pas de temps, quoi. Moi, que ce soit avec des consultants, avec des clients, j'ai besoin de travailler avec des gens qui veulent progresser. J'ai besoin de travailler avec des clients et des consultants qui ont envie de progresser. Donc, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
bah tu progresses avec toutes les nouvelles problématiques que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu vois, chaque expérience que j'ai vécue m'a appris quelque chose. Alors pas chaque expérience, mais il y a un certain nombre d'expériences qui m'ont appris quelque chose, qui ont appris des choses par rapport au métier. Tu vois, un jour, j'ai un des sites de France Télé qui mettait à disposition des replays. Ouais. Et ben, les replays, ils avaient que les droits pour les diffuser en France. Donc tous les acteurs en dehors, tous les sites, tous les utilisateurs ou les robots qui venaient en dehors de la France, ils étaient bloqués avec une 403. Donc Google. Donc Google. Et ben, tout le monde a cherché et on m'a demandé de mettre le nez dedans. Et puis moi, je sais pas, j'ai eu peut-être un éclair. Je me suis dit tiens, mais on va regarder si Google le voit correctement depuis une IP américaine, etc. Et ça se voyait pas, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris, que maintenant, dans ma checklist des points à vérifier, je vérifie toujours ce point-là. Est-ce que ce site est accessible depuis l'étranger? Notez les autres. Là, il y a un gros tips. Est-ce que ce site est accessible depuis l'étranger? Voilà, alors j'ai fait un thread sur les choses du SEO auxquelles on ne s'attend pas. Donc je vous invite à acheter un œil. Mais voilà, alors je rebondis sur les threads, je vais pas faire une petite publicité, mais attention, en promo. ces threads, j'y partage beaucoup de choses que j'ai vécues, oui. et plein de tips, plein de sujets qui, même s'ils correspondent pas à 100% à ce que vous vivez au quotidien, ça peut vous donner des idées de comprendre pourquoi le site baisse, pourquoi vous avez des problématiques particulières. Alors, sur l'aspect expertise, voilà, c'est un des sujets que j'ai appris, mais sur l'aspect expérience, j'ai progressé de dingue. En plus, avec Philippe, tu vois. Ouais, tu partais en réunion, en rendez-vous avec client avec Philippe, ouais, c'était incroyable. Il y a eu des moments où on aurait dû filmer à l'époque parce que c'était fou. Philippe, des fois, être retourné à la situation. Il y avait un directeur général d'une boîte qui voulait pas, qui nous reprochait de pas avancer, de pas avoir de résultats. Philippe pouvait très bien lui dire, écoutez, mettez pas les moyens, pas de résultats, c'est tout. Mettez des moyens, mobilisez vos équipes et vous aurez des résultats. Alors que le mec en face de nous voulait nous défoncer, tu vois. Voilà, Et repart avec un chèque. Pas forcément, mais au moins, on remet les choses à plat. Oui. Philippe, il m'a appris à percer l'abcès, à crever l'abcès et à dire les choses. Et ça, c'est aussi un réflexe que j'ai acquis grâce à lui, parce que aujourd'hui, je dis tout le temps à mes consultants, si t'as pas de réponse, ne fais pas de mail. Non, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tu l'appelles parce que si t'as pas de réponse, tu peux pas avancer. Et puis en plus, tu te protèges en faisant un mail, en disant ça y est, je l'ai prévenu, je suis protégé. Mais non, il va te reprocher de pas avoir été plus actif. Donc appelle-le. Et puis quand tu l'appelles et quand vous décidez quelque chose ensemble, tu fais un CR. Il faut qu'il y ait un CR, il faut qu'il y ait une trace écrite. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. Ça me rappelle une expérience que j'ai eu avec un client quand j'étais chez SF, chez PCase. En fait, je viens de dire Mathieu, le client répond pas. Bicard, tu l'as appelé? Bah non. Bah appelle-le. Et effectivement, je l'ai appelé et après, tout allait bien. Donc du coup, je confirme ces propos. Non, mais voilà, c'est des trucs que t'apprends sur le tas. Moi aussi, j'appelais pas. Moi aussi, j'avais peur d'appeler. Moi aussi, j'avais pas forcément envie de me dire si je l'appelle, ça va me faire du travail en plus. J'ai pas le temps, je dois faire autre chose. Voilà, mais tu vois, il y a aussi une règle que j'ai compris, c'est que comment mesurer la réussite d'une mission. Alors, certains vont dire, si tu fais plus de ventes, tu as une meilleure position, tu progresses en trafic. Mais attends, mais il y a plein de fois où le client m'a dit, félicitations, on n'a pas plus de résultats, on n'a pas plus de ventes, on n'a pas plus d'argent, mais je vois bien que vous avez tout mis en œuvre pour réussir et le blocage est de notre côté. Ça, tu peux quand même t'assurer que dans 2 situations, soit tu réussis la mission, il y a du trafic en plus, et tant mieux, il n'y a pas de débat, quoique parfois il peut y en avoir, soit tu montres à ton client que tu as mis toute la volonté pour réussir et que le blocage est vraiment chez lui. Parfois, il ne comprend pas, le client, que le blocage est chez lui, mais si tu lui expliques, si tu lui montres par A plus B que si à un moment donné, vous arrêtez d'écrire de cette manière, que vous devez essayer de rédiger en prenant un certain nombre de mots-clés sur lesquels vous les positionnez, si en termes de temps de chargement, vous ne travaillez pas avec votre hébergeur pour avoir un site plus rapide, vous n'aurez pas de résultat. Ça ne va pas aider le site à mieux se positionner. Donc, voilà, en plus, on est sur un métier sur de la pédagogie. Toute la journée, on doit expliquer à nos clients. Oh oui! Toute la journée, on doit leur faire comprendre. Mais c'est normal. Attends, il n'y a pas d'école en France. C'est un énorme scandale quand même. Il n'y a toujours pas d'école pour ce métier-là. Alors, on parle de la licence Mulhouse, très bien, mais
il y a quoi? Il y a 20 ou 30 étudiants qui sortent par an. Je pense qu'il y a un besoin de 10 fois plus minimum en France de gens qui ont cette qualification-là. Et puis même pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, là je suis en train de former 11 consultants en ce moment. Et parmi ces 11 là, il y a une personne qui est venue de la licence Mulhouse qui m'a fait part justement en fait, de tout cet aspect psychologique et posture du consultant, tu vois, dont tu parles, qui en fait, comme tu dis, sont des clés pour être sur une mission. Donc effectivement, en fait, juste pour t'appuyer là-dessus, bon, ok, il y a toute la partie technique à savoir, technique, sémantique, netlinking, voilà, je vais pas revenir dessus, mais effectivement, toutes ces parties humaines. Pour moi, en fait, il y a toute cette partie humaine qui manque aujourd'hui dans les différentes formations, dans les différents bootcamps. Et pour moi, en fait, la réussite d'une mission passe avant tout, à mon avis, là pour le coup, c'est mon point de vue. Pense d'abord en fait par la relation que tu as avec la personne, au-delà en fait du résultat tangible que tu peux avoir. Et en fait, sur cette base-là, on peut à la fin juger si tu as bien fait ton taf ou pas. Et continuer. Tout à fait. Et en plus, je vais te dire, cette relation, elle peut pas être juste au début et à la fin. Parce qu'en fait, ton client il exprime un besoin au départ avec le commercial. Puis après, quand tu fais un kick-off de démarrage de mission, il va exprimer un besoin où il peut y avoir quelques altérations ou en tout cas une interprétation un peu différente de toi et de lui parce qu'il a pu évoluer aussi dans son besoin. Bien sûr. Et puis tout au long de la mission, ça va évoluer. C'est hyper important de continuer à entretenir la relation. Nous, aujourd'hui, le recrutement, c'est nous, toutes les agences et même les annonceurs ont du mal à trouver des consultants. Mais je crois que on essaye aussi de recruter des gens qui ont parfois plus l'humain que les compétences et l'expertise. Parce qu'on se dit que tu as un truc que tu peux apprendre et de l'autre côté, tu peux pas apprendre. Ça va être long à apprendre. Ça va être long d'être quelqu'un qui va savoir convaincre, discuter, gérer une relation. Voilà, ça, c'est des aspects. Ça appelle à l'humain, ça appelle à son caractère, à son expérience, à son mindset. Et ça, parfois, c'est un peu dur à faire évoluer. Alors que le sujet technique en SEO, c'est quand même le plus complexe. Mais le netlinking et la sémantique, pour moi, c'est quand même quelque chose que tu peux apprendre, sur lequel tu peux progresser. Je me rappelle d'ailleurs, en fait là je parle beaucoup de à l'époque, à l'ancienne, en 2014. Avec ton béret, c'est bien. Toujours. Ça m'a toujours accompagné. Effectivement, ouais, j'avais commencé à monter en compétences en sémantique netlinking et puis après, quelques mois plus tard en technique. Effectivement, ouais, comme tu dis, oui, c'est deux points qui s'apprennent qui s'apprennent plus facilement. Puis après, le troisième, c'est à force d'expérience que ça vient. Oui, je valide. Ok, en fait, on a vachement digressé. Sauf si tu as autre chose à ajouter sur ce point-là. Non. On a vachement digressé, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Tu as évoqué plein de points auxquels je crois fermement. Donc, au fait de mettre l'humain au centre d'une stratégie SEO, le fait qu'on est dans un métier de relations humaines, le fait que la compétence peut s'apprendre, mais par contre, l'être humain derrière, ça s'apprend un petit peu moins, on va dire. Après, franchement, c'est pas une fin en soi. Si aujourd'hui, tu vois, depuis 11 ans, on a eu des gens qui sont arrivés. Ils étaient... moi, je me rappelle d'un type qui est arrivé chez nous, il était en stage. Donc, quand tu prends quelqu'un en stage, tu es un peu moins exigeant qu'un salarié. Mais c'était un stage de fin d'études. Donc, on s'était dit, voilà, on va le tester, il va progresser. Mais il était assez réservé, un peu geek, comme pourraient dire certains. Et en fait, ça se soigne. Tu peux progresser. Tu peux être c'est devenu un des excellents consultants de l'agence. Je me rappelle bien. Je pense qu'on parle de la même personne, je pense. Ouais. Il est devenu un excellent consultant. Ouais. Parce qu'il a progressé sur plein d'aspects et puis parce qu'il s'est vachement ouvert. Et à l'agence, on fait un exercice assez régulièrement. Je te vois rigoler, mais en fait, on s'amuse à faire des mises en situation. C'est-à-dire que on met, alors moi je suis soit le client, soit le CTO, soit le directeur technique d'une société. On met une autre personne, le DG, et une troisième personne, l'expert SEO, enfin le SEO de la société. Et en face, le consultant, il doit présenter son plan d'attaque, son plan d'action, et il doit essayer de convaincre et expliquer pourquoi il faut aller dans ce sens-là. Et nous, on doit essayer de l'entendre, mais aussi un peu lui mettre pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais lui proposer des contradictions, de bousculer pour voir si ça tient. Sinon, et cet exercice de posture du consultant,
Tu vois, si tu relis un peu la définition d'un expert, un expert c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui dit, qui affirme. C'est aussi quelqu'un qui est capable de dire je ne sais pas mais je vais me renseigner. Mais c'est quelqu'un qui doit un petit peu imposer. Et une recommandation, elle a du poids par ta force de conviction et ta capacité à pouvoir convaincre les autres. Et ben ça, c'est minimum 50% de la réussite d'une mission. Tu mets le meilleur des SEO qui est timide, bah tu auras moins de résultats que tu as un SEO moyen, mais qui par contre c'est très bien s'exprimer, c'est très bien convaincre. Donc quand on dit mouton à 5 pattes, bah, chez nous c'est vraiment des moutons à 5 pattes. Hein. Une patte pour le netlinking, une pour la sémantique, une pour la technique, une pour la gestion de projet et une pour l'humain. Hyper important. Et gestion de projet et humain, c'est pas tout à fait la même chose. Tu peux être un très bon gestionnaire de projet, mais humainement aussi, il faut savoir s'adapter aux gens que tu as en face de toi, aux interlocuteurs que tu as. Et la régie, si on fait un lien, est un excellent exercice pour pouvoir vivre avec le client, comprendre ses frustrations, ses stress et ses objectifs et ses besoins du quotidien. Et il y a tout un sujet aussi sur comment on se comporte chez le client, comment on essaie de travailler avec les développeurs qui sont aussi des gens qui ont parfois des personnalités assez renfermées, qui essayent de défendre leur territoire. Voilà, il y a toute une approche à avoir, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça que je trouve génial dans notre métier, c'est qu'on apprend une compétence très bien, mais on progresse aussi sur sa personne, parce qu'on est sur un métier où l'humain est au cœur de tout ce qu'on fait, quoi. Du coup, un jour, je l'avais dit à un de mes clients, je lui avais dit, tu sais, le SEO, c'est 80% de l'humain et 20% d'expertise. Il m'avait dit, putain, mais à quoi ça sert que je te paye si c'est juste 20% d'expertise? L'humain, c'est bon, on sait tous se parler, on sait tous... J'ai dit, mais non, mais voilà, dans l'humain, t'as aussi ta manière de pouvoir convaincre chaque interlocuteur. Le DG, il faut que tu lui parles vente, renta. Le marketeur, tu veux parler communication, image, et puis voilà, customer journée, tunnel de conversion, etc. Le développeur, tu dois parler de sujets très techniques, le JavaScript, le serveur, etc. Voilà. Tu dois t'adapter. Et ça, tu ne le maîtrises que quand tu l'as vécu plusieurs fois. Tu t'es plusieurs fois cassé les dents. Moi, mes plus gros échecs m'ont fait le plus progresser, c'est évident. J'appelle ça la technique Mandela, que tu verras très bientôt dans le livre que je suis en train d'écrire. Et oui, effectivement, Mathieu, voilà, surprise. Qui sera bientôt finalisé. T'es en train de finaliser, là? Oui, tout à fait, je suis en train de finaliser, là. Non, mais tu écris aussi vite que tu lis, ou c'est un peu lié ou pas? Je dévoilerai ça au moment venu. D'accord. Voilà, juste un petit teasing, effectivement, en fait, j'appelle ça, en fait, la technique Mandela, qui consiste, en fait, à se dire, en fait, qu'il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des apprentissages. Et pour être expert, comme tu dis, pour être bon dans ce que tu fais, pour être reconnu dans ce que tu fais, tu es obligé de te casser les dents plusieurs fois, que ça passe mal limite, mais par contre que tu aies la résilience pour remonter ça, en décanter la quintessence qui fait que tu vas l'ajouter dans ton arsenal de consultants pour le prochain client. Donc on est en phase. Donc voilà, petit instant auto-promo d'un sujet que je suis en train de teaser aussi. Bah oui, Mathieu, moi aussi j'ai le droit. Hein. T'as le droit. Il n'y a pas que toi. Le monteur, vous le couperez au montage. Hein, ok, bah, hyper intéressant, Mathieu. Tu nous confirmes que t'as super développé le fait que on est dans un métier d'humain qui fait que tu peux avoir des résultats. Il y a pas mal en fait de personnes qui croient, que j'ai déjà formé, qui croient que, qui disent en fait qu'ils vont aller de formation en formation pour être le meilleur consultant SEO possible. Moi en fait, je leur dis non. Prends des petits clients, apprends leur frustration et crois-moi, tu vas être meilleur en fait. Comme ça en allant de client en client. Mais voilà, je pense que là-dessus on se rejoint bien. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est en faisant mes propres sites. J'ai été éditeur d'une dizaine de sites à mes débuts. Et ils sont tous pris une claque. Tu vois, et puis pour la petite histoire, j'ai vraiment versé ma petite larme quand ils ont pris une claque parce que ça m'a apporté un vrai revenu complémentaire. Et quand ils se sont fait bâcher, j'ai dû étudier pour comprendre pourquoi ils se sont fait bâcher. Et c'est là que j'ai énormément appris. J'ai compris toutes les limites de mon système, toutes les limites que j'avais d'un site à l'autre, le fait que j'allais peut-être un peu fort en densité, peut-être que les bannières AdSense étaient un peu fortes, un peu trop mises en avant, peut-être qu'il y avait un peu trop de maillage entre les sites, qu'ils étaient tous hébergés sur le même serveur. Voilà, j'ai appris
plein de choses qui m'ont fait comprendre à la fois l'algo de Google et ce qu'ils n'aimaient pas. Et puis aussi d'être capable de se relever, tu vois, c'est aussi un vrai apprentissage. C'est bien d'analyser comment tu t'es cassé la gueule, mais il faut aussi apprendre à se relever. Voilà, je pense que quelqu'un qui veut démarrer dans les SEO, le premier truc qu'il doit faire, c'est sûr, effectivement, lire des choses, lire de la littérature. Il y a quand même plusieurs courants de SEO, mais surtout se lancer et créer son premier blog. Oui. Et alors, s'il a besoin d'être motivé, blog dans une niche qui rapporte un peu d'argent. Moi, franchement, c'est le truc qui m'a motivé. Tous les jours, je passais mes soirées à travailler parce que je savais que quand je menais une action, quelques jours après, j'avais le résultat de cette action et j'avais plus de revenus qui étaient générés. Voilà. Quoi de mieux pour te motiver, quoi. Ah, ça me rappelle. Moi, je me rappelle toujours le premier entretien, l'entretien qu'on a fait ensemble. L'entretien où, en fait, cet entretien-là, je suis ressorti de l'entretien, j'avais chaud, je me suis dit, mais j'ai foiré et tout. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tu me challengeais sur des termes que je connaissais pas. 403, erreur serveur, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que c'est et tout. Du coup, je t'avais expliqué après pourquoi je te mettais en difficulté ou pas ? Je me rappelle plus. Mais par contre, je me rappelle juste d'une phrase que je t'avais dite à la fin. Je t'avais dit, Mathieu, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que si tu me prends, tu vas pas le regretter. Tu te rappelles ? Je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle, mais en fait, j'ai même à une époque, je posais la question du TTFB, quel était le TTFB attendu par Google. Effectivement, tu l'as fait. Mais c'était des trucs hyper experts et les gens en face de nous n'étaient pas toujours des très bons SEO, des très expérimentés, mais je pose la question pour voir comment tu réagis par rapport à cette question. Est-ce que tu dis non et donc tu fermes le débat et du coup je vois que tu cherches pas non plus. Enfin, je veux pas quelqu'un qui va me raconter des bobards, mais je veux aussi quelqu'un qui me montre comment il rebondit par rapport à ça. Parce que moi encore aujourd'hui, j'ai un client le lundi matin, je l'ai au téléphone et il me dit « T'as vu ce week-end ce qu'ils ont annoncé Google ?» Ça m'arrive tout le temps. Tu crois que le week-end je passe mon temps à regarder les annonces de Google ? Bien sûr que non. Donc souvent je lui dis non, raconte-moi. Il y a pas de problème. Pardon, j'ai pas bossé ce week-end. Explique-moi. Ou alors. T'as pas bossé ce week-end, Mathieu. Ou alors je le déduis parce que malheureusement, j'ai tendance à comprendre, tu vois, les différentes évolutions, vers quoi il nous amène Google, et tu dis à chaque fois quoi, c'est une nouvelle mise à jour sur le contenu ou sur le contenu IA, etc. Tu tombes dans le mille parce que c'est en ce moment un peu le truc du moment. Mais ce qui est important, c'est de montrer dans le genre de questions dans lequel t'es pas à l'aise, comment tu rebondis. Écoute, non, j'en ai pas entendu parler, mais vas-y, explique-moi. Voilà, il n'y a pas de problème, on n'est pas censé tout savoir. Mais c'est vrai qu'on a une posture d'expert. C'est vrai qu'on doit en savoir quand même beaucoup. Après, il faut être humble. Il y a différentes façons de faire les choses. Comment ouvrir des facettes sur un site e-commerce ? Il y a 2-3 techniques pour le faire. Il n'y en a pas qu'une. Donc, il faut être à l'écoute, il faut s'adapter à son client. Si lui, en plus, il a déjà pensé à la solution, il faut l'écouter, il faut pas imposer sa solution. Encore une fois, c'est pas la meilleure reco qui marche, c'est la reco qui est implémentée. Donc, il faut être capable de trouver le juste milieu, le compromis avec son client et avec aussi le résultat que ça va pouvoir lui donner. Tu as laissé une punchline là à la De Niro ou bien à la Steven Seagal. En disant quoi ? C'est pas la meilleure reco qui fonctionne. La reco qu'on implémente qui fonctionne. Il y a le bon et il y a le mauvais chasseur. Tu sais, Johnny, c'est pas la meilleure reco qui fonctionne. Je vais pas te mimer De Niro, non. Ça sera le Tu vois, ça va être le titre, ça va être l'accroche dans le podcast. Mathieu Chapon et De Niro. Ça va être le screenshot. Bon, écoute, hyper intéressant. Bon, on est en train d'arriver doucement mais sûrement vers la fin. Le temps passe très vite, ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble. Tellement qu'on passe un bon moment, j'ai pas vu le temps passer perso. J'espère que ceux qui nous écoutent passent également un bon moment. Si tu avais un top 3 de conseils à donner, applicables dès à présent pour les consultants, pour les consultants SEO, bien les consultants business qui nous écoutent, qui doivent appuyer leur posture de consultant pour gagner encore plus de CA. Voilà. Quels seraient les 3 gros conseils que tu donnerais ? Très bien. C'est une question très intéressante.
Et je tiens à le dire, je n'ai rien préparé, donc c'est que du freestyle. Et effectivement, je confirme ça parce que là, c'est la réponse du consultant qui ne sait pas, qui temporise, qui dit ok, répéter d'accord, la question, Tu peux répéter la question? Non, première chose qui me vient en tête, c'est que, alors c'est très lié aussi à mon histoire, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que au départ, chez Serge Forsyth, donc Piquet aujourd'hui, c'était Philippe, la tête de proue, et c'est lui qui avait le personal branding qu'il fallait pour lorsque tu disais Serge Forsyth, tu l'assimilais souvent à Philippe Lunel. Et à son départ, moi j'ai dû me concentrer aussi sur le développement de mon propre personal branding, parce que en France, c'est quand même assez important, et on sait que derrière chaque agence, il y a un fondateur ou il y a une personnalité qui prend la parole et qui fait briller son agence. C'est pas qu'en ICO que ça se passe, hein. Pourquoi il y a Elon Musk, pourquoi il y a Bill Gates, pourquoi il y a voilà, à chaque fois il y a quand même un individu qui représente sa boîte. Et d'ailleurs on le voit très bien aussi, nous on le voit de notre côté, quand on envoie un post depuis le compte de Pickcase, il a beaucoup moins d'effet que quand c'est Mathieu Chapon ou quelqu'un d'autre de chez nous qui le fait. Parce que les gens vont plus avoir confiance dans un humain que dans une société. Alors, je rentre pas dans le débat de demain, est-ce que tous les comptes LinkedIn sont gérés 100% par des humains, est-ce que c'est pas un peu automatisé? Je pense que ça va fleurir. Mais voilà, premier constat donc. Le personal branding, extrêmement important. Toi, Bill Kerr, tu l'as aussi très bien compris. C'est hyper important de donner pour recevoir. Et moi, c'est mon concept. Alors, certains me disent parfois, à l'agence, des fois, ils me disent, putain, Mathieu, t'en donnes beaucoup, là, quand même. Tu donnes des tips à l'agence. Et je leur dis, mais vous savez, en fait, quand je donne ces tips, j'ai mes pairs qui confirment mes tips, qui confirment le fonctionnement ou non d'une reco. Ils vont dire, ouais, t'as raison, Mathieu, c'est vrai, ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, c'est bien. Je suis reconnu par un certain nombre de gens de la communauté. Et ceux qui ne sachent pas, les non-sachants, eux vont se dire, la reco de Mathieu, elle a l'air d'être bonne parce que déjà c'est partagé, c'est repartagé, c'est liké. Et en plus, certains confirment en commentaire qu'effectivement, t'as raison, moi j'aurais ajouté tel esprit, etc. Mais ça vient asseoir ton contenu. Donc, tu donnes pour recevoir, et nous on reçoit aussi effectivement des gens qui nous contactent en disant j'ai vu le dernier post, j'ai vu le dernier sujet que tu as abordé, ça m'intéresse justement, on a une problématique autour de ça, etc. Donc construire son personal branding, c'est le number one, c'est évident. Personal branding, number one. Number one. Je le confirme aussi. Number two, alors moi je peux pas en témoigner, mais je suis quand même un certain nombre de gens et je discute avec pas mal de gens autour de cette activité d'entrepreneur solo-entrepreneur ou de consultant. Il faut vous concentrer sur votre valeur et il faut essayer d'externaliser ou d'automatiser un maximum de tâches. Parce que dans votre quotidien, ce qui vous épuise le plus, c'est faire la facture, c'est livrer les rapports, c'est faire des relances commerciales, de toute la partie un peu nurturing de la chose. Ouais, donc, tous ces sujets-là, qui sont pas très fun en général, certains c'est éclaté à le faire, hein, mais il faut automatiser au maximum pour vous laisser le temps de vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Ça, conseil numéro 2. Ce serait peut-être bien ça. Personal branding, automatisation de choses à basse valeur ajoutée. Alors, pourquoi pas le tenter la semaine de 4 heures, hein. Ça peut être un objectif en soi. J'ai tenté, regarde, il est même là-bas. La semaine de 4 heures dans mes livres. Bon, voilà, on le voit pas, mais il est même derrière. J'ai tenté, ça fonctionne pas. Écoute, il y en a un qui a écrit des livres, il en a vendu quelques-uns pour montrer que ça fonctionne, mais voilà, c'est une perspective. Moi, je sais que je suis pas capable de faire des semaines de 4 heures parce que je suis passionné par ce que je fais, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Mais je peux concevoir qu'une vie plus lifestyle que travail peut être assez intéressant. Et troisième point, je pense que pour rester dans le game et toujours être capable de proposer une bonne valeur ajoutée, faut passer son temps à se former. Et moi, je le fais, hein, sans aucun problème. J'ai 17 ans de SEO, je passe mon temps à lire des articles, à regarder des vidéos, à participer à des événements physiques. C'est hyper important parce que toi, t'apprends pas des nouvelles choses, mais tu peux apprendre des choses. Alors, tu apprends plus d'ailleurs des choses aux apéros qu'aux présentations. C'est vrai. Mais surtout, ça te fait réfléchir, ça te fait évoluer, ça te fait
voilà, tu construis ta réflexion et tu imagines des nouvelles choses, des nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques. Et j'adore ces périodes-là où on se croise tous, tu vois, aux grandes messes. Alors j'ai fait le Black Hat SEO, Black and White SEO cette année, c'était génial. On va faire le SEO Camp encore cette année. Voilà, il y a des événements qui sont incroyables pour pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Et bon, parfois on paye entre 300, 400, certains jusqu'à 1000 euros. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Si ça correspond pour vous à 1 ou 2 jours de prod, de TGM que vous vendez à vos clients, mais franchement, vous y gagnez beaucoup. Vous gagnez des contacts, des gens qui peuvent vous aider gratuitement ou même avec qui vous pouvez vous associer, travailler au quotidien. Vous entendez parler de tips, vous découvrez de nouveaux outils. Vous pouvez rencontrer des clients aussi, des futurs clients. Franchement, c'est assez facilement rentabilisé. Et moi, je n'ai jamais fait le grand saut d'être un entrepreneur solo, de travailler en freelance. Attention, révélation aujourd'hui dans ce podcast, vous ne l'aurez nulle part. Mathieu va faire une annonce. Non, je ne l'ai jamais fait. Ça me titille, mais je sais très bien aussi que je ne peux pas être celui qui va être chez lui, seul, à travailler. Soit j'essaierai de trouver, je sais qu'il existe certains clubs où des gens se réunissent dans des maisons, ils louent ensemble des maisons, ils se créent eux-mêmes leur propre coworking, ou alors des coworking plus ouverts et publics, mais c'est sûr que moi je vais m'accrocher à ce type d'espace pour travailler. C'est important. Pas travailler tout seul. C'est hyper important. Et ça, tu vois, ça je peux te le confirmer. Quand je me suis lancé sur mon compte, les premières fois j'en avais marre de tout, je voulais être en mode solo. Puis après, en fait, au bout d'un an, ça m'a épuisé. Bien sûr. Donc d'où le fait, en fait, voilà, justement, je travaille un peu de chez moi, un peu dans mes locaux, un peu chez les clients. Et effectivement, en termes de stimulation intellectuelle, ça n'a pas de valeur. Non, et puis si tu veux, je dis que je l'ai pas vécu. Si, je l'ai vécu pendant 3 mois. Comme nous tous. Mais pendant le Covid, j'étais enfermé, j'étais un lion en cage. C'est pour ça que je me suis mis à faire du sport, je me suis mis à perdre du poids, parce que je trouve quelque chose pour... Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de travail, bien au contraire. Mais moi, je crois que j'allais mourir pendant le Covid. Je crois que j'allais mourir. C'est pour ça que deuxième Covid, je me suis barré au Sénégal et je suis rentré marié. Mais bon, ce sera l'objet d'un autre épisode. Moi, j'ai perdu du poids et toi, tu as gagné du poids. En fait, parenthèse, quand j'ai annoncé à mes potes, ils étaient morts de rire. Ils me disent, mais toi, il y a des gens qui perdent leur taf. Il y en a qui sont fous. Mais toi, tu pars, tu te maries. C'est ça. Ok, donc du coup, pour contextualiser. Donc, 1, personal branding, hyper important. 2, automatisation, se concentrer sur la valeur ajoutée et passer le relais à ceux qui feront mieux votre travail sur des aspects que vous n'appréciez pas. Donc du coup, ne pas hésiter à investir une partie de nos revenus dans des personnes qui savent mieux faire que nous, je sais pas, par exemple la partie commerciale, la partie administrative. Contenu, netlinking. Contenu, netlinking, etc. Et 3, s'entourer. Grave. Ok, ça marche, ok, super. Top. Ok, bah merci pour ces 3 tips que je partage entièrement. D'ailleurs. Même classement. Comment? Même classement de ton côté. Même ordre en tout cas. En fait, moi jusqu'à présent, j'ai fait une erreur, mais j'ai appris de cette erreur-là, c'est qu'en fait pendant 4 ans, je me suis concentré uniquement sur mon cercle proche pour développer mon business. Donc ça a fonctionné, ça continue de fonctionner. Ah oui, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, ça a même très bien fonctionné. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, tu vois toujours les mêmes personnes. En fait, effectivement, c'est à cette année où j'ai commencé à prendre un peu plus la parole. Et effectivement, le personal branding, ça, c'est indispensable quand tu es solo, voire même quand tu développes un business. Et puis, effectivement, deuxième point, moi, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est la facturation. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je facture. Mais par contre, waouh, et pourquoi tu prends pas quelqu'un? Pourquoi tu prends pas quelqu'un pour le faire? Ah mais c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Et après oui, effectivement, troisième point, ça c'est le point sur lequel j'ai longtemps fait le radin. Mais depuis que j'ai pris des bureaux, franchement, en termes de santé globale, je parle pas juste de santé mentale, mais en termes juste de santé, ça va beaucoup mieux. Sans parler des contacts que je me suis fait à côté, quoi. Donc effectivement, je suis totalement en phase avec toi, Mathieu. T'as pris des bureaux où d'ailleurs? Comment? Ils sont où tes bureaux? Oh, dans ma petite Normandie. Très bien. Dans ma petite Normandie, j'ai pris des bureaux avec des entrepreneurs normands du web.
Et donc, Génial. en fait, chacun vient avec son expertise et taillot, quoi. Et après, une à deux fois par semaine, je monte à Paris. D'ailleurs, demain, je suis à Paris. Pendant qu'on en parle. Et voilà, et en fait, comme ça, je crée ma petite vie, je suis très content. C'est top. Mathieu, merci. Et du coup, on va commencer à finaliser tranquillement par la question qui tue. Par la question sur laquelle, en fait, on voit tout n'importe quoi, tout et son contraire sur LinkedIn, Google, ce que tu veux. Est-ce que c'est la 20 millième 998e fois la mort du SEO avec l'IA? Je m'y attendais. Écoute, ouais, ça fait longtemps qu'on parle de la mort du SEO. J'ai même participé à une table ronde au SEO Camp où il y avait un des interlocuteurs qui misait tout sur qui parlait de la mort du SEO, qui disait qu'il fallait se tourner vers d'autres techniques, principalement des techniques payantes. Bon, si je suis là, je pense que je n'y crois pas beaucoup. Si je continue à communiquer sur le sujet, c'est que je n'y crois pas. Mais c'est sûr qu'on va vivre un bouleversement. Alors je dis que l'IA, c'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est-à-dire que c'est un coach, c'est un outil qui va nous aider à travailler mieux s'il est bien maîtrisé, plus vite, et qui va nous permettre, là aussi, nous concentrer peut-être sur notre valeur ajoutée qu'on peut proposer, la créativité, l'expérience, l'inventivité, l'innovation. Voilà. L'IA ne sait pas innover. L'IA ne sait pas, n'a pas d'expérience. Elle a des contenus. Et elle ne sait pas si bien que ça pondérer entre ce qui est un bon ou un mauvais contenu. Donc on a encore de beaux jours devant nous. Mais il est vrai que les métiers les plus, les plus sommaires, tous les métiers qu'on trouve sur 5euros.com, Fiverr, etc., c'est des métiers qui vont être voués à disparaître parce que remplacés par ce type de solution. Bon, c'est loin d'être les seuls métiers qui vont être remplacés, mais on parlait. Alors aujourd'hui, j'ai lu un article sur cette notion des cols blancs qui vont disparaître et qui mettait ça en parallèle avec les cols bleus, des ouvriers remplacés par des machines. Les cols bleus n'ont pas disparu. Les cols bleus sont effectivement moins présents. On est une société plus de services que d'industrialisation, mais on a toujours besoin des cols bleus. Et ceux qui s'en sortent le mieux d'ailleurs, c'est ceux qui ont développé des vraies expertises, qui se sont spécialisés, qui ont un vrai savoir-faire. Et nous, c'est pareil. Si on reste sur un SEO basique ou sur un métier de consultant basique, je peux m'occuper de votre campagne de newsletter, je peux m'occuper de vos audits sémantiques. Je pense que vous avez des soucis. Vous créez du contenu, vous avez des soucis à vous faire. Vous avez besoin demain peut-être de proposer la même prestation, mais de la proposer accompagnée d'une IA pour aller plus vite, pour être plus efficace et pour être plus exhaustif dans la réponse que vous apportez à votre client. Et nous aujourd'hui, ChatGPT est ouvert toute la journée à côté de nous pour nous aider à cruncher à trier et à faire la synthèse de parfois beaucoup de données, ou alors à synthétiser des choses un article un peu long à lire, je le mets dans ChatGPT, il m'en fait un résumé, tu vois. Il y en a certains qui ont appris la lecture rapide, moi j'ai appris la synthèse avec ChatGPT. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Récemment, il y a du côté de nos équipes du SIA, ils s'amusent à trouver des variantes d'annonces dans Google Ads et de les tester. Voilà, je crée 3 annonces, je les mets dans le ChatGPT et je lui demande de m'en sortir 10. Comme ça, je crée une campagne et je regarde parmi les 13 créées, quelles sont celles qui marchent le mieux. Tu vois, c'est un outil qui t'aide au quotidien. Et le SEO, autre point aussi, c'est que on parle du SEO sur Google, mais est-ce que Bing va pas grimper en part de marché au regard de ce qu'ils apportent aujourd'hui aussi comme réponse? Et puis le classement des contenus, ça existe sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Voilà, il y a l'algo de classement et de positionnement d'un contenu dans un vertical, ça existe sur plein d'autres leviers, plein d'autres univers sur lesquels on a besoin de comprendre pour mieux ranker et être premier. Donc on en a besoin de partout. Je pense qu'on va avoir encore de beaux jours devant nous en tant qu'être humain et en tant que consultant, parce que il faut aussi que les gens adhèrent à ce que propose une IA. Alors je suis conscient, elle va énormément progresser, et puis
Cette année, c'est GPT-4, demain, l'année prochaine, ça sera peut-être 5, 6, 7, on ne sait pas vers où ça va. Mais on n'est pas encore sur une vraie intelligence artificielle qui va remplacer l'humain dans beaucoup de métiers, principalement les métiers où il y a de l'expérience, de l'expertise. Voilà. Moi, j'ai déjà demandé de me sortir les points importants pour un audit SEO à vérifier. Il y a plein de choses qui sont oubliées, il y a plein de choses qui recrachent parce que c'est le commun du mortel qui le dit sur Internet, sur lequel il s'appuie. Mais il y a plein de subtilités auxquelles, si tu n'y penses pas, tu passes à côté d'énormes sujets. Après, des métiers comme les avocats, tu lui files tout le code et tu lui demandes de ressortir un certain nombre de sujets assez précis, assez saillants, ça c'est un vrai outil d'aide, parce que lui il va être capable d'identifier vraiment ce qui se rapproche le plus de ta question. Mais il y a aussi un métier qui se crée avec les prompts, on voit plein de prompt ingénieurs, parce que c'est un vrai métier de poser la bonne question. Tu n'auras jamais la même réponse si tu lui dis quelle est la recette. Donne-moi la recette au chocolat et donne-moi une recette, sachant que je ne suis pas un bon cuisinier, sachant que c'est l'été et que ça peut fondre plus vite et que j'ai que du chocolat, j'ai du chocolat noir, mais j'ai aussi des noisettes et je veux le donner à des enfants, mais certains seront peut-être allergiques, auront peut-être des allergies, etc. Si tu lui donnes beaucoup de contexte, il va te répondre différemment que si tu lui en donnes peu. C'est plutôt normal, mais adressez-vous à ChatGPT comme si vous vous adressiez à un humain qui lui aussi est quelqu'un, une personne vous demandera aussi du contexte pour mieux répondre à votre besoin. Et ça, là-dessus, il y a un vrai sujet. Certains arrivent à sortir des contenus 100% anti-plagiat, enfin non reconnaissables, et la plupart des autres sortent des contenus qui sont identifiés par Google et bâchés. Donc il y a un vrai savoir-faire et un vrai métier aussi par rapport à ça. Donc, il faut le tester, il faut apprendre, il faut au quotidien être dessus pour le maîtriser. Déjà, on est hyper en phase, parce que ce que tu dis là, je l'avais appris quand j'étais parti à Stanford en 2019, quand j'ai passé le cursus d'IA Machine Learning. Et je me rappelle en fait d'une phrase qu'un de mes intervenants avait dit. Il me disait que le soulèvement des machines, c'est pas pour maintenant, les gars. Tu vois ? Bon, il avait dit avec un accent californien, tu vois, bien, yeah, you know, que je ne saurais pas trop dire. Mais effectivement, en fait, il me dit qu'aujourd'hui, tous ces outils-là sont là pour nous aider. C'est juste en fait des programmes bêtes et méchants qui sont là pour nous apporter une réponse selon la manière dont on lui demande, dont on lui pose la question. Mais par contre, demain, voilà, une machine qui vient, qui se rebelle devant nous et qui crée une civilisation et qui nous supprime. C'est pas pour maintenant, apparemment. Et en fait, là où je te rejoins aussi, c'est que tu parles je reviens en fait quand tu évoquais les prompt engineers. En fait, aujourd'hui, si on veut utiliser à fond ces outils-là quand tu fais du SEO, il faut savoir poser des questions. Et à mon avis, je pense que l'expertise que les êtres humains doivent avoir pour pas se faire dépasser, c'est justement avoir la capacité à savoir poser de bonnes questions pour que ces outils soient nos meilleurs amis. Tout à fait, c'est une compétence qu'il faut apprendre. C'est une compétence qu'il faut apprendre et si vous cherchez à automatiser un certain nombre de vos process, là aussi il y a un sujet. Il y a un sujet de bien poser des questions. Il y a Elon Musk et Bill Gates qui ont dit deux choses, me semble, la semaine dernière. Alors il y a Elon Musk qui a dit pour rendre l'humain compétitif par rapport à l'IA, vous devez installer ma puce Neuralink. Parce que c'est le puce. Voilà, c'est ça. Neuralink, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est la puce que est en train de développer Elon Musk pour augmenter nos capacités intellectuelles. Voilà, c'est un peu comme la carte qui se télécharge dans Matrix. C'est un peu ça l'idée. Et Bill Gates a dit l'IA annonce la fin de Amazon et Google. Donc c'est vrai que moi j'entends certaines personnes qui maîtrisent assez bien ChatGPT et ne passent plus par Google pour avoir des informations, passent directement par l'IA. Bon, maintenant Google le propose dans 180 pays sauf la France, la disposition de son outil. Moi, alors on dit que le SEO sera pas mort, mais le SEO va être bousculé. Pourquoi ? Parce que si Google affiche en haut de page de résultats autant de contenu généré par l'IA, et si c'est pas un contenu IA, c'est un contenu sponsorisé comme du shopping,
là, la perte de clics sur chaque requête faite va être assez importante. Mais les clients nous demanderont comment ressortir peut-être mieux dans l'IA pour être cité, pour avoir un lien, pour être mieux valorisé. Mais je pense que là-dessus, il y a un sujet. Je pense que c'est pas terminé quand même parce qu'il y a certainement l'Europe qui va lui dire « T'es bien gentil, mais d'un point de vue positionnement dominant, de ne faire remonter que tes propres résultats générés par ton IA, c'est pas terrible. » Bing, lui, met un peu des liens de source par rapport au contenu générique, qui sont souvent les 3 premiers qui se positionnent. Mais bon, voilà, le sujet n'est pas mort, le SEO n'est pas mort, mais le SEO évolue avec tout ce que nous amènent les moteurs de recherche. Et donc, à nous d'être réactifs, à nous d'évaluer et d'imaginer les produits, les méthodes de demain pour accompagner nos clients à subir ces transformations. Comme ce qui se passe en SEO depuis 20 ans. Tout à fait. Alors c'est vrai que là, il y a une sacrée transformation. C'est comme si on passait de l'écran, le clavier au tactile. Tu vois, il y a un vrai changement. Et moi, je pense que ça va changer aussi beaucoup dans le comportement utilisateur. Le fameux Customer Journey, j'ai vu des réponses de Google sur des requêtes. Il te propose le contenu informationnel, il te propose des liens shopping, il te propose un comparatif dans une seule requête. Donc là, quand il propose autant de résultats, tu te dis le mec il a tout quoi. On l'aide à choisir, on l'aide à comparer et on l'aide à aller trouver le produit le moins cher. Ça va peut-être diminuer un petit peu le nombre d'expressions, mais rappelons-nous que Google est aussi très lié à ce business-là des requêtes qui sont faites par les internautes. Donc il va essayer de trouver aussi un juste milieu. Et s'il présente que du contenu pré-mâché ou sponsorisé, il sait très bien que les éditeurs de sites vont tous lui crier dessus. Bien sûr. Est-ce qu'on n'en serait pas un appel ? Parce qu'aujourd'hui, on peut bloquer Bard et éviter qu'ils viennent prendre notre contenu pour l'afficher dans ses résultats. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de dire à tous les sites français, mettez en place cette interdiction, et Google, qu'est-ce qu'il pourra remonter comme contenu ? Peut-être ceux qui n'auront pas récupéré, qui n'auront pas bloqué, mais est-ce que ce seront les plus intéressants à présenter ? Je suis pas sûr. En 2 minutes, tu veux juste dire ce que c'est Bard ? Ouais, parce qu'on va pas rester sur cette conclusion très négative. Alors, donc c'est important de commencer par ChatGPT parce que donc une société qui s'appelle OpenAI. En 2 minutes, hein. En 2 minutes. En 2 minutes. OpenAI, c'est une société qui a été créée par 2 personnes, dont Elon Musk, qui l'a abandonné un peu plus tard, sans doute un peu trop occupé, et lui explique que tout simplement l'IA ça lui fait peur, qu'il n'avait pas forcément envie d'aider à développer de trop cette technologie. Résultat, Bing s'est engouffré dedans et ils ont travaillé sur le fameux ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui, qui se base sur un modèle qui s'appelle les Transformers et qui est un modèle, qui est un brevet de Google. Ça c'est très drôle, qu'ils ont donné à disposition des universitaires et qui a été récupéré par cette société. Et Bard étant la version Google de ChatGPT, et aujourd'hui on le voit apparaître dans beaucoup de pays du monde sauf la France, et on voit apparaître quoi ? On voit une fenêtre se présenter entre la barre de recherche et les premiers résultats dits classiques, une réponse qui s'écrit au fur et à mesure. Alors, parfois elle met plusieurs secondes à commencer à s'écrire, donc ça laisse aussi un peu le temps de voir le résultat naturel, mais en tout cas elle propose une vraie réponse. Alors, on est vraiment passé au moteur de réponse, c'est pas juste un extrait, c'est vraiment une réponse complète. Et c'est le pendant de ce qu'on a sur Bing, qui lui par contre est accessible aussi pour nous les Français. Et demain, et donc Google va mettre aussi à disposition un assistant, une espèce de coach virtuel aussi pour pouvoir vous aider à répondre à tout ça. Et donc ça annonce plein de bouleversements, plein d'opportunités business, parce qu'on est quand même sur ta chaîne pour parler de ces sujets-là, mais il y a gros intérêt à s'y intéresser puisqu'il y a certainement plein de choses à faire. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui proposent des technologies gérées par de l'IA. La réponse qu'ils vous donnent, c'est en fait de par l'API un prompt qu'ils ont bien travaillé, qui pourrait nous permettre de donner une réponse très, très qualitative. Parce que Bard ou ChatGPT, on peut pas l'installer sur son PC ou sur son serveur pour le faire tourner pour soi-même. C'est vraiment quelque chose qui a été entraîné et qui a coûté des milliards à ces sociétés-là et qui permet aujourd'hui, sur la base d'une quantité infinie de documents, de sortir les meilleures réponses, enfin, leurs meilleures réponses. Ok, en gros, Bard, c'est le ChatGPT de Google, pour faire ça. Ça, c'est pas 2 minutes, c'est 2 secondes. J'ai un esprit, tu vois, je suis très limité, moi, tu vois, donc du coup... Je sais. Tu sais que quand tu lis juste au milieu de la page. Tu oublies le début et la fin, toi.
Entre autres. Mais bon, ça, je ferai. Je crois que juste après, bon, ce mois-ci, je vais faire un podcast avec le champion du monde de lecture rapide. Mais bon, on verra. Incroyable. Voilà, autre teaser. Ouh là là, aujourd'hui, il y en a beaucoup, dis donc. Bon, merci pour tout ce temps passé ensemble, Mathieu. C'est hyper instructif. D'ailleurs, si on devait donner un titre à ce podcast, qu'est-ce qu'on dirait? Je sais pas, un truc, tu vois, un truc qui provoque un peu, tu vois. Le SEO est mort? Non, s'il te plaît. Non, un truc plus positif, tu vois. Des volcans de Java à directeur d'une agence de 300 personnes? Alors, on dit pas 300, parce que c'est pas le chiffre qu'on est, mais... Non, mais ça peut être marrant, ça. Non, mais en fait, tu vois, ce sont les titres un peu putaclic, tu vois, qu'on trouve un peu sur LinkedIn. Ouais, bien sûr, de 0 à 300 millions, comment j'ai fait? Non, mais ça serait très marrant de mettre, tu vois, de guide touristique à un fondateur d'une agence SEO, un truc comme ça. Toi. Ah, ok, d'accord, écoute... soit un truc comme ça, soit un truc... on peut mettre aussi un titre qui est en relation avec tous les deux, tu vois, le fait qu'on s'est connus dans un passé, tu vois, l'élève parle au maître, ou le maître parle à l'élève, échange entre le padawan qui est devenu le maître du maître. Ouh là là. Moi, je suis juste un gars qui trace sa vie, hein, c'est tout. Hein. Je n'essaie de devenir le maître de personne. Ok, d'accord, écoute, guide touristique, ok, padawan, ok, je note. Et enfin, tu vois, dernier point, et après on va rendre l'antenne. Si tu devais nous donner 3 ressources indispensables pour faire une veille et pour être aussi pointu que toi en SEO, ce serait lesquelles? 3 ressources. D'habitude, en fait, à mes invités, je leur donne 3 livres qui les inspirent. Mais toi, tu vois, vu que tu as un gars spécial pour moi, je change la question. 3 ressources. Ouais, puis en plus des livres sur le SEO, tu passes à côté de plein de choses. Tu travailles les fondamentaux, mais malheureusement, ça bouge tellement que le livre à peine sorti, il est déjà passé à côté de plein de sujets. 3 ressources, écoute, c'est compliqué parce que moi, ma source principale, c'est Twitter. Ok. Alors, ce que tu le considères comme une source, c'est Twitter, et c'est mon fil de gens que j'ai sélectionnés, désélectionnés, mais de gens qui m'inspirent. Ils m'inspirent dans leur procédé plus que dans l'expertise qu'ils apportent. Donc, Twitter, c'est ma grosse source d'inspiration. LinkedIn un peu, parce que des gens Twitter viennent un peu sur ce réseau-là, donc ça complète ce qui peut me manquer. Et après, je n'imite pas à 3 sources, je rebondis à tout ce que je vois passer, et comme Twitter principalement me permet de m'appuyer sur des gens dans qui j'ai confiance, qui sont quelque part des mentors, j'ai confiance sur ce qu'ils vont partager. Si eux font le travail en tout cas de veille et complètent ce que moi j'ai pu observer de mon côté, c'est parfait. Donc j'ai qu'une seule source, c'est Twitter. Okay. Et c'est il y a un certain nombre de gens que je suis qui partagent de l'info. Tu me donneras les noms, comme ça je vais les mettre en commentaire. D'accord, plaisir. Je pense que ce sera plus simple, parce que si on commence à dire des pareils Schwartz et tout... après, ça va être dur aussi de donner des noms, parce qu'il y a plein d'autres que j'ai envie de donner, mais que je vais pas penser tout de suite à te les dire. Bon, t'inquiète pas, de toute façon... On les donnera. T'as quelques jours, voilà. T'as quelques petits travaux à la maison. Et puis, en tout cas, ceux qui veulent progresser aussi en SEO, moi, j'ai fait une petite formation avec Olivier Andrieux sur le SEO pour les e-commerçants, qui est disponible sur le site Format SEO. Et pour moins de 300 €, vous avez 12 heures de formation sur le e-commerce. Et j'aborde tous les sujets du e-commerce. Et j'ai des modules dédiés à Magento, PrestaShop, Shopify, WooCommerce. Waouh. En fait, c'est marrant cette histoire. On parlait de Persona tout à l'heure. Et je suis en train de déborder, désolé. Non, mais j'ai entendu parler de Persona tout à l'heure, mais il y a 2 ans, je me suis dit, je vais publier pendant 45 jours un post tous les jours. Tu le sais comme moi, c'est pas un petit chantier d'écrire, d'apporter de la valeur et d'être innovant. J'étais 100% sur de l'expertise. J'étais pas sur le respect des 3 principes, lifestyle, etc. Donc beaucoup d'expertise. Je l'ai fait pendant 45 jours. Et pendant ces 45 jours, il m'est arrivé que des opportunités de folles. On a fait rentrer beaucoup de clients. J'ai Olivier Andrieux qui m'a contacté pour faire la formation SEO e-commerce. Tu vois, Olivier Andrieux, quand même, on le connaît, tous ceux qui sont dans le SEO le connaissent. Quand il te parle et qu'il te demande de faire une des formations, t'en es très très fier.
Donc j'ai appris à faire une formation vidéo grâce à lui. J'ai aussi eu des contacts chez Amazon pour travailler avec eux sur un certain nombre de sujets #teasing comme toi. Mais voilà, j'ai eu des super opportunités qui sont présentées. Et franchement, tout ça parce que j'ai fait 45 jours de poste, et je me suis tenu à le faire. Donc voilà, franchement, vous partez de zéro aujourd'hui. Vous avez un peu de savoir-faire, vous avez des choses à raconter, des choses à partager. Bah, si vous êtes assez assidu, l'algorithme de LinkedIn adore justement la fréquence et le fait d'avoir aussi des posts qui amènent de l'interaction et du like. Vous pouvez vous créer un nom et vous pouvez créer un peu une certaine autorité dans votre domaine et tout de suite générer des contacts intéressants pour le business et bien plus. C'est sur LinkedIn que ça se passe, les gars. Et Twitter. Et Twitter. LinkedIn, Twitter. Bon, on s'arrêtera à 2. Mathieu, merci. Merci. Merci beaucoup, Wilker. T'es le premier avec qui je fais un podcast. Je suis très heureux de ça. Ah ouais, bah, écoute, gratitude. J'ai passé un excellent moment, personnellement. J'espère que toi aussi. Ouais, pareil. Et ça a passé très vite, comme tu le disais. Ah oui, bah 1h30, ça passe très vite. Ouais, bah regarde, t'avais dit 90 minutes, bah là on est à 94. Ça va. Mathieu, merci beaucoup. On va mettre ensuite en commentaire là où on peut te retrouver, donc du coup tes liens Twitter, tes liens LinkedIn, etc. Et voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Franchement, le meilleur pour la suite, toujours essayer d'aider nos clients au quotidien, de leur apporter un maximum de valeur, d'avoir ces réussites et pas seulement moi, que les consultants vivent ce que j'ai vécu pendant 11 ans. Voilà, j'ai des consultants qui parfois quand ils partent montent une activité, montent un business, montent un site, etc. J'en suis hyper fier. Ça c'est une des choses dont je suis fier d'avoir créé cette agence, c'est de voir des gens monter leur propre business. Peu ont monté leur propre agence. Parce qu'ils en avaient marre aussi de travailler en agence, mais ont monté leur propre activité, ou participent à des startups qui se lancent. Franchement, c'est canon, je suis hyper fier d'eux, à chaque fois que je les vois, je suis très enthousiaste, ce qui doit un peu parfois les étonner, mais voilà, c'est hyper cool, chacun suit son chemin, nous on est là pour en vivre un petit bout avec eux, et tant mieux, quoi. Bah écoute, je te souhaite. Et puis, on souhaite tous le meilleur, la santé, et une réussite dans tout ce qu'on mène. Santé, amour, gloire, beauté. Voilà, tout ça. Et surtout que tu kiffes à voir les gens, tes petits pouces grandir. Bien sûr. Mathieu, merci. Salut. À très bientôt. Je mets les liens pour te retrouver. N'hésitez pas, je suis assez accessible sur les réseaux. N'ayez pas peur de me contacter. Je suis toujours assez dispo pour essayer de donner un coup de main, une question, etc. Je le fais vraiment avec plaisir. C'est lui, les gars. C'est lui qui fait non, mais voilà, j'aime bien partager. Merci Mathieu. Salut Wilker. Je te dis à très vite. Salut, ciao. À bientôt, ciao.